Mesdames, Messieurs, nous allons commencer. Alors bonjour, bienvenue à ce 9e festival de l'histoire de l'art ici à Fontainebleau, présenté par l'organisation du château, mais aussi par l'Institut national de l'histoire de l'art. Alors la conférence que nous allons commencer aujourd'hui s'appelle Mythes et magie dans l'art finlandais des années 1900, avec ici présente le docteur Maria Lahema de l'Université d'Helsinki. Voilà, donc si vous avez des questions, à la fin on aura peut-être 5 minutes pour prendre une ou deux questions. Et s'il y a le moindre problème avec les écouteurs, vous nous demandez au fond de la salle. J'espère que vous apprécierez cette conférence et je vous laisse avec notre maître de conférence. Thank you. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'art finlandais autour des années 1900. Je comprends que en fait le titre de ma présentation a en fait été mal traduite dans le texte parce qu'en fait je vais vous parler de l'art finlandais autour de l'année 1900, c'est-à-dire fin 19e, début 20e. Et je voudrais vous parler en fait de la popularité des thèmes liés au mythe et à la magie à cette époque. J'approche le sujet du point de vue d'une réflexion subjective et imaginative de l'art. Vous savez que le retour à l'intérêt pour la magie, le mythe dans l'art finlandais n'était pas spécifique à la Finlande. En fait, c'est une réaction au positivisme et au naturalisme. Vous savez qu'après qu'un déclin et une certaine décadence en Europe centrale, le retour à ces traditions mythiques et magiques était une contrepartie contre cette décadence. On peut parler en fait de légendes folkloriques, les poèmes qui parlaient de la mémoire, du souvenir, en fait, de la perte de l'unité de l'humanité. Et on parle en fait de ce qu'a perdu l'humanité. On a également en fait des personnes qui croyaient en fait que ces mythes anciens comportaient des enseignements. Il y avait les mythes d'origine qui contenaient en fait les mêmes vérités. Il y avait également les découvertes récentes scientifiques comme l'électricité, la théorie de l'évolution était simplement la reformulation de connaissances de la doctrine sacrée du passé. On croyait que l'art pouvait faire passer en fait le contenu du mythe avec un langage symbolique et que ce sont des réalités que la science moderne ne commençait qu'à pouvoir décoder. Il y avait cette recherche de vérité et on pensait que tout cela pouvait prendre la place de la religion même. Comme vous le savez probablement, en France, la Bretagne est devenue un lieu culte pour les artistes en raison de son ancienne langue celtique, les vieilles traditions et rites celtiques. En Finlande, c'est la province de l'Est de Coralie qui était considérée comme une région où il y avait eu dans le passé des anciens rites et coutumes. Plus important, on pensait que c'était une région mythique où les en fait héros légendaires du pays avaient vécu. Vous savez, on peut parler également des traditions chrétiennes et la mythologie classique qui était importante à cette époque également. Il y a un problème de micro. Il faut savoir en fait que les artistes étaient inspirés par le spiritualisme. Il faut que madame parle dans le micro. Malheureusement, on n'entend plus.
Il faut savoir en fait que cette attitude spirituelle, il faut qu'elle parle dans le micro, s'il vous plaît. Sinon, on ne peut pas vous traduire. Ceci a eu en fait un impact sur les qualités de l'art de l'époque. Il faut savoir que beaucoup des artistes ont étudié à Paris dans les années 80 et 90. Okay. 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 So I've been asked to. On me demande de répéter un tout petit peu ce que je viens de dire parce que je ne parlais pas dans le micro. En conséquence, comme je vous l'ai dit, en France, la Bretagne est devenue un lieu culte pour les artistes. En Finlande, c'était donc, je répète, la province de l'Est de Coralie, où en fait on croyait que c'était un lieu mythique, un lieu où les héros des histoires hippiques en fait avaient vécu. Mais il y a également les traditions chrétiennes et la mythologie classique était importante à l'époque. Il faut savoir que les contemporains à travers l'Europe étaient inspirés par l'occultisme, tout ce qui était la spiritualité, le spiritualisme. Beaucoup de ces artistes, en fait, ont étudié à Paris au cours des années 1880-1890. Et cette génération de peintres finlandais a été familiarisée avec l'art symboliste, la théorie et sa tendance à faire appel à l'imaginaire, le spirituel. L'art symbolique était intéressé par l'interprétation moderne des histoires folkloriques, les traditions classiques, ainsi que toutes les mythologies classiques. Il y avait également en fait une certaine admiration pour tout ce qui était du Nord en fait, et cela en raison de l'idée qu'il y avait une dégénération de la culture européenne et que cette influence européenne pouvait peut-être influencer et contrer cette décadence de l'Europe centrale. Et vous savez que, en ce qui concerne l'Europe du Nord, les peintres finlandais ont répondu très rapidement aux pulsions qu'ils ont pu ressentir à Paris et dans les autres centres culturels européens. Le symbolisme, bien sûr, a été traditionnellement considéré comme un phénomène français, en fait, car cela faisait suite à la littérature qu'on avait connue dans les cercles avant-gardistes à Paris. Mais lorsque les théories esthétiques du symbolisme ont été traduites dans l'art visuel, on a pu voir en fait un basculement du centre géographique allant en fait du centre de l'Europe vers les pays nordiques, la Finlande et les autres pays nordiques. En France, on avait un phénomène qui était perçu comme germanique, puisqu'il y avait les thèmes wagnériens, il y avait la base philosophique qui provenait du romanticisme allemand. Et les traditions philosophiques de cet idéalisme allemand étaient en fait le courant dominant dans les pays nordiques au cours du 19e siècle.
Donc, pour les artistes finlandais qui entraient en contact avec cela, ils contenaient déjà des éléments qu'ils connaissaient. Et cette base romantique a également permis aux artistes de combiner des éléments nationaux et modernes. Aux yeux des audiences de l'Europe centrale, l'art nordique semblait avoir en fait les qualités naturelles nécessaires à l'art moderne. C'était subjectif, simple du point de vue forme, tout en comprenant une signification. Et ceci était connecté à une tradition artistique qui était complètement différente du modèle dominant académique. En bref, l'art nordique manifestait une combinaison idéale de modernité et du primatif. L'admiration pour Wagner, par exemple, vous savez que Wagner avait introduit les populations de l'Europe centrale aux mythologies du Nord et cette conception mythique du Nord. Il y avait une idéalisation de ceux qui venaient du Nord, ce qui a eu un impact en fait sur la compréhension des artistes provenant des régions du Nord de l'Europe. Cela a stimulé leur imagination, les a encouragés à explorer les traditions nationales et cette approche de la nature. En fait, les artistes avaient presque l'impression d'avoir une mission sacrée. Et vous aviez également en fait une doctrine philosophique en fait. Et ici, en fait, le moment était venu pour que la Scandinavie assume le leadership de l'humanité. Donc, ce passé nordique donnait aux artistes la possibilité d'étudier l'identité même de cet art. En Europe, tout ce qui était considéré primitif et exotique était attrayant. Et en fait, on pouvait regarder le rôle stéréotypique qui leur était imposé et en faire quelque chose avantageux. Vous savez que ce sentiment de supériorité nordique était clairement exprimé par l'artiste Veikko Hollinen, qui avait en fait écrit que le salon de 1892 montrait en fait la pauvre qualité des œuvres françaises. Il disait il n'y a rien d'utile pour les Nordiques. Vous ne pouvez pas croire à quel point les Français peignent mal. Ils sont en train de retourner en arrière au niveau de leur peinture. Conséquence, en fait, les nouvelles directions artistiques qui émergeaient à la fin du 19e siècle étaient très impliquées dans les préoccupations philosophiques clés de l'époque. Vous savez, les forces désintégrantes de la modernité semblaient avoir séparé l'homme du monde et que l'art était le moyen préférentiel pour essayer de combler ce fossé. Les artistes n'ont pas hésité à travailler sur les questions les plus graves de l'humanité, par exemple la question de la mortalité, de la fragilité de l'existence de l'homme. C'est un sujet très important qu'on retrouve en fait dans le courant international de l'art symboliste. On a pu offrir à ceux qui avaient une sensibilité décadente avec un sujet assez terrifiant, mais en même temps, les artistes ont pu s'entraîner à une certaine spéculation artistique. Hugo Sainberg, en fait, a été l'artiste qui a présenté peut-être des images les plus spéciales de la mort. C'est tiré un peu du Moyen Âge, mais ici vous avez quelque chose de très individuel, très moderne. On voit chaque victime un par un, montrant que la mort est universelle et qu'en fin de compte, on est seul à faire face à la mort.
Ici, il n'y a rien de mystérieux, c'est quelque chose de très familier. Ici, on représente plutôt le côté imprévisible que le côté, en fait, non contrôlable. Si vous regardez ici Magnus Henkel avec ce tableau, garçon avec un crâne, ici on essaye de considérer la mort comme mystère. On voit le jeune garçon seul dans un espace non définissable, vide, qui regarde de façon concentrée ce crâne. Il semble en fait poser la question ultime au crâne. Est-ce que l'existence a une signification? Ce travail est une série de tableaux peints par Henkel de jeunes garçons au cours des années 90. L'œuvre, en fait, la plus connue, c'est celui-ci, Le Réveil. Vous avez l'image d'un jeune homme qui semble être assis sur un lit défait. Ce tableau est différent des autres tableaux de la série parce que les autres garçons sont encore, en fait, dans le monde sécurisé de l'enfance, tandis que ce garçon est en fait entre l'enfance et l'âge adulte. Il est dans l'inexpérience. Et ici, vous avez un thème très à la mode à l'époque, la puberté, qui est probablement le mieux représenté par le tableau d'Edvard Munch, qui est un tableau avec une composition très semblable en fait. Dans le tableau d'Henkel, le fond est divisé en zones claires et sombres, avec le garçon entre les deux. Il a le pied dans la partie sombre et son corps est dans la lumière. Il est présenté ainsi car en fait, cela doit représenter une image d'un réveil spirituel. Mais lorsqu'on regarde ce thème à la lumière de la fin du 19e siècle, en fait, ce début de la puberté est un rite de passage. C'est un peu une mort symbolique. En fait, l'enfance est une ère d'innocence et de pureté qui est souvent associée à une connexion intuitive à l'univers. Schopenhauer a en fait des théories pessimistes où on parle en fait de l'enfance en tant qu'état paradisiaque de bonheur, un Éden perdu. Strindberg, dans son tableau Conte de fées, peut également être considéré comme un tableau représentant la perte de l'innocence. Ici, en fait, vous avez une jeune fille en blanc qui représente en fait la pureté, l'innocence, qui monte en fait un animal un peu monstrueux qu'on ne rencontrerait pas dans la vie réelle. Peut-être que la fille a embarqué sur un voyage dans l'inconnu. Ici, peut-être, on parle de l'eau profonde, sombre, qui représente l'inconnu devant cette jeune fille. Beaucoup d'exemples de tableaux avec des femmes et des animaux qui, bien sûr, ont sous-jacent des idées sexuelles. Dans l'œuvre de Strindberg, la suggestion de la sexualité est très subtile. Arnold Böcklin, dans son œuvre Silence de la forêt, je crois que c'est une des œuvres qui a probablement inspiré Strindberg. Les deux artistes représentent une jeune femme qui en fait monte à travers
la forêt sur un animal mythique. Chez Beckland, c'est un unicorne grotesque, une licorne grotesque. En fait, chez Saint-Berg, en fait, l'animal est clair, ne provoque pas la peur. La fille ne semble pas avoir peur de l'animal qu'elle monte. Dans le tableau de Simberg, la fille semble écouter en fait les sons de la forêt. Peut-être une référence au poème de Baudelaire où on parle de la nature comme étant un temple avec les arbres qui susurrent des mots. Dans le monde de Simberg, le monde de conte-fées de l'arbre ne semble pas avoir en fait de sous-entendu sexuel. En fait, peut-être que ce sont des impulsions non conscientes qui mènent dans le monde de l'art. Ce tableau fantasy de Saint-Berg, ici, on a une représentation d'une femme, jeune fille, qui en fait est un peu plus âgée que dans le conte de fées. Ça semble être la même personne. Ici, vous avez une palette de vert foncé, de rouge. La femme semble être en état de profonde concentration. Au lieu de porter du blanc, le symbole de l'innocence, ici, la femme est vêtue de noir, ce qui est plus mystique. Cela suggère une connaissance ésotérique. Ses paupières brillent en fait avec une lumière d'éclairage interne. Elle semble avoir une vision devant elle. Vous avez une main dorée qui tient un diamant ou un cristal qui peut être également un symbole de spiritualité. Et chez Saint-Berg, en fait, le fantastique et la réalité instaurent une aura de mystère et font appel à des sentiments, des humeurs, si vous voulez, différentes, que ce soit la mélancolie ou autre. Ici, vous avez en fait souvent des êtres humains qui consultent des diables, des squelettes, des êtres humains qui en fait ont une complexité émotionnelle. Dans ce monde de mythes et de fantastique, Saint-Berg a trouvé en fait un véhicule pour exprimer des idées dont on ne peut parler et qui sont peut-être troublantes. Et l'objectif psychologique consiste à dire que ces tableaux fantastiques sont dérivés d'un symbolisme. On a en fait des tableaux qui paraissent parfois simples, même enfantiles, mais en fait qui comprennent une multitude de sentiments qui se chevauchent. Vous avez également ici, par Saint-Berg, la personnification des saisons ou les forces de la nature, et il en a produit avec différentes versions. Ici, vous voyez la première et la deuxième version du tableau intitulé L'automne. Le premier tableau montre un personnage squelettique qui pousse ses pieds en fait vers la terre. L'autre personnage semble sortir de la terre à partir des racines d'un arbre, comme si c'était un arbre. Dans la version suivante, vous avez l'automne qui est recroquevillé en position fœtale, les yeux fermés, tandis que les premiers flocons de neige tombent à l'avant du tableau. Là encore, les pieds enracinés profondément dans la terre. Dans ce cas,
On a l'impression que l'automne a terminé son travail, s'est recroquevillé pour se reposer, pas pour mourir, mais pour se reposer. Ici, la mort et la vie sont représentées de façon symbolique. Les images sont très originales, très inventives en fait, mais là encore, de l'art symboliste. Et on voit un traitement simplifié des formes. On voit l'absence d'une illusion réaliste de la mort. Je dois dire que les références au cycle des saisons fait l'écho en fait des aspirations spirituelles des symbolistes qui considéraient la vie comme faisant partie d'un grand cycle cosmique. L'artiste Beta Chance a également proposer cela dans sa production artistique. Ce tableau pastoral ou printemps, primavera, vous donne un paysage éternel de printemps avec les roses qui fleurissent. On a l'impression que le temps est gelé. On a une image d'harmonie intemporel en fait, quelque chose de très moderne. Les couleurs pâles et le travail presque en fresque fait appel à la mythologie classique et cela rappelle les œuvres de Pierre Puvis de Chavannes. Vous savez que le travail de Pierre Puvis de Chavannes est à la fois idéaliste et allégorique. C'est quelque chose de très visuel. Plutôt qu'une narration psychologique, ce travail fait appel à des gestes, des postures pour simplifier la mort. Vous avez des couleurs qui donnent une impression de non-matérialité, cette profondeur et de profondeur. Vous avez une impression de mélancolie et en fait, ce travail de Puvis de Chavannes se retrouve un peu dans Pastoral. On voit également en fait une répugnance vis-à-vis de la peinture à l'huile qui est apparue au début du XXe siècle lorsque les artistes ont commencé à se rebeller contre la tradition classique avec les problèmes d'illusion, d'imitation. Donc les artistes ont cherché de nouvelles techniques, faisant appel au tempera, à l'aquarelle, qui ont été considérées comme étant des méthodes de peinture plus archaïques. Donc, certains ont continué à travailler avec la peinture à l'huile, telle que Beda Sternschanz, mais qui ont en fait essayé de s'éloigner des traditions académiques. Ici, vous avez un langage visuel simplifié avec des formes spirituelles et couleurs qui cherchent à produire une éthique de immatérialisme, d'universalité. Avec ces paysages idéalisés de Sternschanz, on projette en fait une jeune femme habillée en blanc qui cueille des fleurs de printemps. Le jeune garçon derrière joue de la flûte. Derrière, on voit encore un jeune qui regarde les eaux stagnantes du fleuve, tandis qu'une autre fille lui place des fleurs sur la tête. En fait, ce tableau représente une vie, une existence paradisiaque. Et lorsqu'on prend cela dans le contexte du XXe siècle, cette recherche d'intertemporalité dans ce monde industriel et moderne,
qui semble être en état de changement constant. Alors, ces références aux mythes classiques sont en fait des rappels de la perte du monde, de l'âge d'or, en fait, de l'harmonie. Et ce mythe de l'âge d'or a été exprimé par André Gide dans le traité de Narcisse de 1891. En fait, le garçon assis par le fleuve dans le tableau de Steinschanz pourrait être Narcisse se contemplant dans le fleuve. C'est en fait Narcisse qui a été déplacé dans le jardin de l'Éden et où tout est parfait, rien n'a besoin de changer. Antenos. Cela peut également être interprété comme Anténos, le beau jeune homme qui a été aimé par l'empereur Adrien. Dans le poème de l'auteur suédois Peter Rudberg, Shamskans, il y a quelques années, avait recopié dans son journal l'image d'Anténos dans ce printemps éternel avec ses fleurs de printemps dans ses cheveux. Des fleurs de lotus dans ses cheveux. Donc, Gide, Narcisse et Anténos sont des figures mythologiques qui vivent dans une existence intemporelle avec une nature illusoire des choses qui vont et viennent. Donc, d'une certaine façon, Narcissus Antinous, c'est une illustration parfaite de toute cette vision, de cet art symboliste qui sépare l'apparence de la vérité. Et l'avenir, c'est la seule chose qui existe véritablement. Et le monde véritable de naissance, de mort, sans cesse renouvelé, ce n'est qu'une illusion. Un autre Finnois de fin de siècle qui rend ce thème de l'âge d'or, c'est Magnus Henkel, et ces deux artistes étaient des amis très proches. Et ici, à nouveau, nous avons cette fresque avec ses couleurs très sourdes, cette intemporalité. Cet artiste du 19e siècle a été influencé par les travaux de Puvis de Chavannes et directement également par les fresques italiennes de la Renaissance qui étaient également une inspiration pour Puvis. En 1898, Henkel avait effectué une copie de la fresque très célèbre de Masaccio, l'expulsion d'Adam du paradis. Et si on regarde la peinture L'âge d'or, The Golden Age, vous voyez, cela incarne le moment juste avant celui représenté par Masaccio. Adam et Ève sont encore dans cet état de béatitude, sans connaissance de la souffrance et de la mort. Donc, Henkel était un artiste qui était vraiment inspiré par les mythes classiques et surtout par leur interprétation de la fin du siècle. Cette peinture fantasy, vous voyez deux versions, toutes les deux de 1895. C'est un exemple intéressant de la métamorphose d'Ovide qui peut être vue ici comme étant une source commune pour les images mythologiques pour Henkel. Mais au lieu de se référer à un seul motif ovidien, la peinture associe des éléments de différentes histoires. Donc, c'est une même logique paraphrastique que nous avons vue dans les peintures de Charles Hensis. Et là, vous avez cette fantaisie, vous avez un jeune homme avec des roses rouges dans ses cheveux
qui s'assoit à côté d'un étang avec des cygnes noirs et blanches. Donc, les cygnes blancs sont plus éloignés au-dessus de sa tête, très éloignés, alors que les cygnes noirs sont plus proches de lui. Dans l'une des versions, nous voyons ce jeune homme qui tient une lyre, l'instrument qui est associé à Apollon et Orphée. Le jeune homme peut être interprété comme un représentant de l'état mélancolique de l'artiste, peut-être, et la peinture peut être associée à cette dualité ancienne d'Apollon et Diane qui était très populaire au moment de la naissance de la tragédie. Et ces éléments sont combinés avec des échos de ce mysticisme et de l'art très influencé de Barclay. Donc, les perles noires sont les symboles de Dionysus qui sont les symboles de la création. Et les perles blanches, ça, c'est la beauté et la vie secrète. Les deux versions représentent un certain dynamisme entre la lumière et ce qui est sombre. Et ça, c'est que Henkel, c'est quelque chose sur lequel il a réfléchi dans ses manuscrits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence remarquable entre ces deux versions de fantasy. Dans l'une des versions, l'homme est dans la partie sombre, sa tête est penchée vers l'avant, ses yeux semblent être clos, alors que dans l'autre version, là où l'homme tient la lyre, il est assis tout droit et les cygnes blancs sont au-dessus de sa tête, un peu comme un halo qui illumine sa tête. Donc là, il semble être baigné de lumière avec la lyre qui est donc dans le royaume d'Apollon avec sa tête entouré de ces oiseaux blancs, alors que dans l'autre version, il est dans le royaume, dans le monde de l'inconscient, dans un monde plus sinistre, plus sombre, qui menace notre individualité. Mais en même temps, il y a quelque chose de très séduisant, quelque chose qui nous invite à nous lancer dans cette expérience dionysienne. Le motif du cygne, qui était presque banal dans sa popularité à l'époque, apparaît dans les travaux, dans les œuvres de Axelis Gallen Kallela. Axeli Gallen Kallela, pardon. Et ça, c'est l'exemple d'une peinture dont je vous parlerai plus longtemps aujourd'hui. Mais demain, Rita Amboyer de la Galerie nationale finnoise vous parlera également de Gallen Kallela. Et je vous recommande vraiment cet artiste. C'est un héros national. C'est un artiste, quelqu'un qui est considéré comme étant quelqu'un de très important dans l'identité nationale finnoise. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'il était un artiste international et ses œuvres sont reconnues et fait partie vraiment, ses œuvres font partie du style de l'époque. Et il a cherché à percer pendant toute sa vie, mais ça n'est pas arrivé au moment de sa vie. Donc, la peinture que j'ai choisie ici en tant qu'exemple, c'est vraiment très riche au point de vue culturel, avec plein de références. Donc, ça, c'est la mère de Lemminkainen. Lemminkainen est un héros. Cela vient des textes du Kalevala. Et dans les Kalevala, le cygne est un oiseau saint qui vit dans les rivières, dans le monde des enfers, Dwalala.
Dans les peintures de Galen Kalala, on voit souvent des signes et c'est un symbole multifacette qui vous montre les mystères de la vie, de la mort, les idées. Et il y a également des connexions sexuelles, à la sexualité. La peinture nous dépeint la mère de Lemminkainen qui se lamente sur le corps mort de son fils. Selon la légende du Kalevala, Lemminkainen essaie de demander au cygne et ensuite il est tué et démembré. Et la mère recueille les membres de son fils de cette rivière sombre et ramène son fils à la vie. Et ce cygne que vous voyez à l'arrière, qui glisse sur ces eaux noires de cette rivière, qui regarde directement le spectateur. Donc sa cape n'est pas touchée par Lemminkainen, alors que le brave héros est à la merci de l'amour de sa mère. Le cygne devient le symbole de quelque chose qui est impossible à atteindre. Et l'oiseau qui règne dans la rivière qui sépare ce monde du royaume des morts, il est bien sûr en possession du secret de la vie et de la mort. Et cet élément mythique reflète le symbolisme plus universel du cygne. Donc, Galen Kallela et son interprétation à la fin du siècle, en fait, c'est un autre niveau de syncrétisme mythique. Le thème de la résurrection et cette conversation avec la Pietà qui connecte Lemminkainen avec le Christ et la descente dans le royaume des morts et le démembrement du héros, le reliant avec le mythe d'Orphée. Mais ensuite, nous avons également ce thème national qui émerge du Kalevala. Et Galen Kallela était l'un des artistes finnois qui a voyagé dans la province à l'est de Karela, où on pensait que les derniers membres survivants des tribus de Kalevala existaient encore. Le Kalevala, comme étant un travail littéraire, était une construction du 19e siècle qui a été rassemblée par Elias Lendroth, qui a été publié dans les années 1830. Mais c'était basé sur des traditions orales et on pensait que c'était des traditions très anciennes. En ce qui concerne ces motifs plus profonds, les motifs plus profonds de Galen Kallela, l'expédition de Kalevala pouvait être inspirée par cette soif d'authenticité culturelle et d'exotisme. Et plus tard dans sa vie, cela l'a poussé à voyager dans des villages indigènes d'Afrique et d'Amérique du Nord. Pour lui, le monde folklorique finnois représentait l'opposé de la décadence parisienne moderne, mais cette mission personnelle de se reconnecter avec son héritage finnois, ceci reflète une tendance internationale beaucoup plus large. L'industrialisation rapide, l'urbanisation, la modernisation de la société occidentale au XIXe siècle, qui a été le témoin de ce nouvel intérêt pour cette nouvelle authenticité de ces cultures ethniques. En Allemagne, l'émergence de ce concept du folklore avec cette tendance, ce sentiment nationaliste, bien que le folklorique pouvait être compris de façon plus abstraite. L'idée, c'est que les paysans avaient cette connexion avec le sol. Et
nous avions également cette soif pour les racines locales, nationales, comme cela a été mentionné par des artistes français qui quittaient Paris pour la province et surtout pour la Bretagne. Et cet enthousiasme de Galen Kalela pour le Kalevala et la culture coréenne, cela fait partie de cette quête européenne qui était commun parmi les contemporains pour ce nationalisme. Et donc ce mouvement a été considéré comme étant cette quête nationale. Et là, vous voyez ces histoires qui sont beaucoup plus complexes. Et il est évident que Galen Kalela recherchait ses origines, les relations avec l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et il espérait même pouvoir découvrir les personnes kalevaliennes originales qui existaient donc en Afrique. Et ce qui est assez significatif, c'est qu'après son premier voyage du côté russe de la Carélie, il n'est jamais revenu. Donc, ses impressions initiales, c'était une inspiration pour toute la vie. Mais au cours des années, ce monde fictif du Kalevala s'était éloigné de plus en plus de cette réalité et petit à petit, il a raffiné sa vision pour correspondre à ses idéaux. Et basé sur cette inspiration, basé sur Karelia, Galen Kalela a développé une vision du Kalevala qui est gravée dans l'imagination populaire comme étant l'image véritable de cette réalité kalevalienne. Cette idée est vraiment enracinée dans la culture finnoise, même si Galen Kalela a abandonné ses motifs originaux de nationalisme, comme vous le voyez ici dans cette triptyque Alno, qui était l'une des premières images de Kalevala. Mais plus tard, il a favorisé une espèce de stylisation influencée très clairement par le symbolisme international qui a accentué pas le national, mais les aspects universels du Kalevala et du mythe du Kalevala. Donc, son art a diffusé dans le monde du Kalevala comme étant ésotérique, syncrétique, avec des idées de relations entre les différentes religions. Donc là, il y a un thème kalevalien avec le motif de la Pietà chrétienne qui dépeint la Vierge Marie dans le corps mort de Jésus. La mère de l'artiste a posé dans cette peinture et donc il y a une petite touche très intime. Et lorsque Galen Kalela a peint cette œuvre, il est arrivé à un point dans sa vie où il considérait l'art comme étant sa mission sublime et la nature comme étant le temple de l'art. Et le Kalevala, pour lui, était un livre sacré qui contenait des connaissances cachées et des mystères. Maintenant, pour conclure, ce que j'ai démontré ici, c'est qu'il y avait une grande variété dans cette fascination pour les traditions folkloriques populaires dans l'art finnois autour des années 1800. Le mythe et la magie étaient opposés à la décadence du monde moderne. Des histoires sur l'origine mythologique des personnes, les traditions indigènes, la poésie, la musique, les coutumes anciennes, les croyances anciennes. Tous ces matériaux étaient vraiment de grande valeur pour les artistes. Ils avaient un nouveau langage d'art qui était une cassure par rapport aux traditions. Mais ils étaient également enracinés dans des traditions très anciennes et des pratiques très anciennes. Et au XXe siècle, l'étude des symbolismes mythiques
mythique dans les poésies était très importante dans la théorie psychoanalytique. Mais la connexion entre les contes de fées et l'inconscient avait déjà été compris par les romantiques et cette idée était vraiment centrale à la fin du 19e siècle chez ces artistes. Le contenu mythique des légendes folkloriques, les poèmes et les contes de fées pouvait stimuler l'imagination artistique et de ce point de vue, la popularité des mythes et des contes de fées est un reflet de cette approche plus subjective et plus imaginative de l'art. Ces images de contes de fées sont antinaturelles et ils rendent assez clair le fait que le travail de l'art n'est pas une représentation réaliste du monde. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Non? D'accord. La conférence juste après, c'est sur Munch, le peintre norvégien, celui qui a fait le cri. Donc il y a 2 intervenants et ce sera pour essayer de s'interroger sur comment rendre un artiste moderne et faire vivre son œuvre après sa mort et essayer de le rendre plus accessible et pas juste voir les tableaux. Voilà. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Vous n'hésitez pas à prendre des programmes, les programmes papier ou alors les plus petits qui sont à jour. Voilà. Merci beaucoup.